Bonsoir, merci d'être branché pour suivre votre émission du Choc des idées. Encore une fois, nous recevons pour vous Monsieur Jacques Mayalou. Il est ministre provincial des Finances, ministre provincial de l'Équateur. Il est pour sa 10e fois venu répondre à certaines préoccupations de la société congolaise. Et en face de lui, nous avons Monsieur Blanchard Mongomba, qui est à sa 2e prestation, je pense. Oui, avec ces deux co-débatteurs, nous allons survoler toutes les questions liées à l'actualité politique, socio-économique de notre pays. Voilà, d'entrée des jeux, nous commençons avec Excellence Mayalou, qui nous vient fraîchement de la province de l'Équateur. Comment se trouve la province de l'Équateur à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, M. Julio, la province bloque. Rien ne marche, c'est le statu quo. Vous savez, quand vous n'avez pas de tête, rien ne fonctionne. C'est comme si vous mettez le poisson dans une boîte. C'est un carcan. Et si cela se passe au niveau de la province, soyez-en sûr, ça se passe au niveau de l'État. Voilà, nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, nous commençons notre débat sur les discours du chef de l'État à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le chef de l'État a exigé qu'il n'y ait pas ingérence extérieure dans l'organisation des élections. Monsieur Blanchard Mongomba, est-ce que vous pensez que sans l'apport de l'Occident, il y aura effectivement des élections apaisées, transparentes en RDC? Merci beaucoup, Monsieur Julio, pour la question et surtout pour l'invitation. Oui. Pour répondre à votre question, je dirais que nous avions suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État à la 72e Assemblée générale des Nations unies. Mais nous, au niveau de l'université populaire, nous avions été un peu déçus. Pourquoi? Parce que premièrement, nous disons que la République démocratique du Congo ne vit pas en vase clos. Nous sommes signataires de la Charte des Nations unies. Nous sommes membres dans différentes organisations au niveau international et c'est incompréhensible d'entendre ou d'écouter le chef de l'État dire qu'il n'y ait pas ingérence. Je ne sais pas, quand il parle de l'ingérence, il fait allusion à quoi? Parce que lui-même dans son discours, quelque part, il a laissé entendre ou il a demandé aux partenaires ou aux amis, pays amis de la République démocratique du Congo de nous accompagner pour que nous puissions arriver au bout plutôt du processus électoral. Ça veut dire que quelque part, il reconnaît que nous ne pouvons pas nous suffire en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous suffire en nous seuls parce que nous vivons avec d'autres États. Ces États-là ont des intérêts en République démocratique du Congo. Ils doivent voir, ils doivent comprendre comment est-ce que nous gérons la situation politique dans notre pays pour s'assurer que leurs États seront aussi dans le calme. Ils doivent s'assurer de la situation de droits de l'homme. Ils doivent également s'assurer de la situation même sociale parce qu'ils ont des intérêts ici. Comme nous avons aussi des intérêts dans ces États-là. Nous ne devons pas nous retrancher en nous-mêmes, vivre en autarcie. Nous devons faire en sorte que notre pays soit fréquentable, que les gens considèrent que nous sommes un pays qui respecte le principe de droits de l'homme, le pays qui respecte la démocratie, pour que nous puissions vivre, nous puissions compétir au niveau international, parce qu'aujourd'hui, c'est la mondialisation. Nous ne pouvons pas prétendre vivre dans la mondialisation en excluant le regard des autres par rapport à la marche de notre État. Voilà. Monsieur Jacques Mayalou, en quoi est-ce que l'Occident peut apporter un apport significatif dans l'organisation des élections en RDC? Nul n'est censé oublier ce qui se passe dans notre société, dans ce monde. Voilà. Monsieur Julio, vous savez très bien que notre pays est un éternel assisté. Eh bien, quand vous êtes un assisté, vous le resterez si vous ne travaillez pas. Actuellement, il ne faut pas se voler la face. Nous avons vu notre président en fin d'exercice depuis l'an passé, devant une assemblée à moitié vide, si on peut le reconnaître, ne nous a pas rassurés dans son discours. Et qu'est-ce qu'on attendait? On attend de lui une certaine sincérité dans ses propos. Que non, je ne veux pas me représenter, je m'en vais. La date qui sera fixée par la CENI sera le 31 décembre 2017.
Et ça, il n'a pas dit que non, la transition va se faire. Sans lui, il n'a pas dit. Mais si on doit se faire accompagner par nos amis de l'international, pourquoi pas? Parce que nous n'avons rien. Pendant 5 ans, nous étions incapables de mettre l'argent de côté chaque année pour que la CENI organise des élections. Et assistés que nous sommes, nous irons auprès de ceux qui ont de moyens, les États. Je rappelle que vous êtes membre du parti politique CDC, Convention des démocrates chrétiens, mais vous êtes quand même dans la gestion de la province de l'Équateur, donc je suis surpris de vous entendre tenir un propos qui ne cadre vraiment pas avec l'esprit de ceux qui dirigent le pays. Je m'attendais peut-être à des propos qui saluent la position du chef de l'État, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la gestion, mais vous tenez un propos qui est un peu différent de ceux de la majorité? Vous savez, quand vous gérez les gens, hein, quand vous êtes un acteur politique, il faut savoir comment marcher. Je dois faire un choix entre un ami et la vérité. J'ai choisi la vérité. Le problème, c'est quoi? Quand vous gérez une société, quand vous gérez une province, il y a un budget. Et à travers ce budget, vous savez comment est-ce que vous allez faire fonctionner la province. Si le budget vous dit il ne faut pas dépasser 3 milliards, vous ne pouvez pas dépasser au-delà. Mais si vous arrivez de dépasser les 3 milliards, c'est qu'il y a un problème. Mais quand on doit se mettre d'accord pour dire on doit organiser des élections, n'est-ce pas qu'il faut mettre l'argent de côté? Vous devez absolument chaque année mettre l'argent de côté pour savoir que non, dans 5 ans, nous allons faire des élections parce que vous avez un plan. Mais il vous arrive, en moins de 2 ans, vous dites que non, on n'a pas l'argent. C'est parce que vous n'êtes pas préparé. Dans la vie, il faut se préparer. Si vous voulez monter une montagne, eh bien, aménagez votre monture. Voilà. Monsieur Blanchard Mongamba, est-ce que vous pouvez nous dire si vous partagez la démarche qu'entreprend le RASOP, Félix Tshisekedi, qui depuis les États-Unis ont milité pour obtenir une transition politique sans Joseph Kabila. Vous avez toujours prôné un troisième dialogue, mais est-ce que vous ne pensez pas que la solution serait une transition politique si jamais il n'y avait pas élection d'ici la fin de l'année en cours? D'abord, une chose, je dois peut-être rectifier ou éclaircir la chose par rapport au troisième dialogue, c'est que nous n'avions jamais prôné un troisième dialogue, mais plutôt par nos analyses, par le constat de la situation auquel nous traversons aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avions estimé ou nous avions constaté que un troisième dialogue est inévitable. C'est un constat parce que nous sommes partis de l'analyse de la situation actuelle. Quelle situation? C'est que nous nous sommes retrouvés devant un accord qui a été effectivement signé par le partie prenante. Malheureusement, cet accord-là n'a pas été appliqué jusqu'à ces jours dans son intégralité. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui a semblé rouler les autres. Parce que déjà, nous, on disait que c'était un complot de gangsters qui se sont retrouvés pour ravir au peuple congolais sa proie. Malheureusement, il y a parmi les gangsters, il y a toujours un qui est plus fort que l'autre. C'est comme ça qu'il s'est emparé, il a fait à ce que cet accord ne soit pas appliqué dans son intégralité. Mais pour revenir à votre question, c'est que nous ne partageons pas totalement l'avis de nos amis du RASOP, comme quoi nous devons avoir une transition qui mettra Joseph Kabila à l'écart. Nous disons, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse, à notre avis, qui est extrême, trop extrémiste. Pourquoi? Parce que à ce jour, M. Joseph Kabila continue à expédier les affaires courantes parce que nous disons que nous croyons en la détermination du peuple congolais, mais aussi au respect de principes que le peuple congolais lui-même avait imprimé dans la Constitution du 18 février, le principe selon lequel nous devons avoir un mandat une fois renouvelable de 5 ans. Or, messieurs, le chef de l'État actuel, Joseph Kabila, a fait 5 ans une fois renouvelable. Il est en fin mandat, il doit partir. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est par rapport aux appétits des uns et des autres. Nous sentons que nos amis de la majorité, avec le chef de l'État, Joseph Kabila, en tête, continuent à tergiverser un peu. C'est comme si
ils ont encore envie de rester au pouvoir. Malheureusement, ils sont contraints par le principe. C'est comme ça que nous pensons que, puisqu'ils nous ont créé ces blocages de n'avoir pas organisé les élections dans le délai constitutionnel convenu, ils doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas bain de sang en République démocratique du Congo. Ils doivent faire en sorte que nous puissions aller aux élections sans qu'il y ait de casse. Nous voulons que nous puissions aller aux élections en toute responsabilité, que nos amis du RASOP, que nos amis de l'ancienne majorité, que nos amis de la société civile, chacun de nous essaye de se comporter en responsable à ces jours pour que nous puissions avoir un calendrier électoral qui va déterminer la date exacte des élections pour que nous puissions avoir un chef de l'État, un président de la République qui viendra effectivement nous conduire, nous gouverner, parce que à ces jours, nous n'avons pas de président de la République, mais nous avons un chef de l'État qui n'a plus légitimité. Il est là en train d'expédier des affaires courantes. Donc, nous devons faire en sorte qu'il puisse passer ou qu'il puisse posséder à la passation du pouvoir sans qu'il y ait trop de casse. Voilà, Monsieur Jacques Mayalo, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Blanchard Mongomba qu'il faut nécessairement que Joseph Kabila reste au pouvoir? Si jamais il y avait transition, il peut la diriger. Nous ne partageons pas la même opinion. Voilà. Je m'explique. Vous savez, quand on doit élire un souverain, c'est un pacte républicain qui est mis en jeu. Donc, le peuple vous choisit. Et le peuple choisit le souverain pour lui dire, ben écoutez, nous remettons notre volonté à ta personne. Nous remettons notre jugement à ta personne. Et si vous ne nous protégez pas, vous ne garantissez pas, vous n'assurez pas notre vie, eh bien, nous allons revendiquer. Ça, c'est un droit. Le problème, c'est il faut qu'on arrive à être responsable. Si vous êtes en fin de mandat, vous êtes illégal. Si vous n'avez plus de documents pour rester dans un endroit, vous devenez clandestin. Donc, humains que nous sommes, parce qu'on ne peut pas appliquer la colère inhumaine, on doit s'entendre pour dire, ben écoutez, soyons humains pour lui donner un peu de temps pour se préparer ses valises et s'en aller dignement. Mais la transition peut bien se faire sans Kabila. Si vous regardez la Constitution, s'il y a un problème et que le président n'est plus là, c'est le président du Sénat qui prend l'intérim. Voilà. Et là maintenant, parce qu'il est en fin de mandat, il n'est plus légitime. Il faut absolument qu'on respecte le deuxième dialogue. Moi, je ne vois pas l'utilité d'aller au troisième dialogue. Sur quelle base? Parce que tout a été dit, tout a été signifié. Au deuxième dialogue. Oui. Donc, je pense qu'il est grand temps que le président puisse comprendre que non, les choses peuvent se passer sans lui. Il n'est pas immortel. Mais vous êtes quand même d'accord pour une transition politique sans Joseph Kabila? Absolument, oui. Il faut qu'on aille aux élections. Et comme la CENI n'a pas le moyen, il faut une transition pour préparer les élections. Alors, qui voyez-vous diriger cette transition? Félix Tshisekedi, le docteur Mukwege? Une belle question. Voilà. Qui vois-je un homme nouveau avec un nouvel esprit? Vous n'avez pas de nom en tête? Un nom en tête? Vous avez un nom en tête? Je ne pense pas que vous allez citer Gilbert Kyakwama, par exemple. Il y en a beaucoup, les gens comme l'honorable Kyakwama. Il nous faut un homme fort, avec des valeurs hors pair pour diriger ce pays. Le pays bloque. Le pays ne marche pas, l'administration est par terre. D'où il nous faut un homme qui a des valeurs, qui sait diriger. Il nous faut absolument des gens qui savent ce que c'est la gestion de la cité. Voilà. Merci beaucoup, M. Jacques Mayalo. Blanchard Mongomba, est-ce que vous également vous avez en tête les noms d'une personne qui pourrait diriger la transition si jamais il y en avait en RDC? Merci beaucoup, M. Julio. Vous permettrez, est-ce que je rebondisse un tout petit peu par rapport à l'excellence? C'est que nous, c'est vrai, nous voulons que le chef de l'État parte, le chef de l'État actuel parte, puisque c'est par principe. Nous sommes mis d'accord que nous puissions avoir un mandat une fois renouvelable. Et le chef de l'État a épuisé les deux, il doit partir, c'est clair. Mais s'il faut rester légaliste, s'il faut rester égal à nous-mêmes par rapport au principe, c'est que si nous avions
accepté que le chef de l'État respecte la Constitution et que cela, malheureusement, il n'a pas pu respecter. Nous étions allés au dialogue. Quand je parle de nous, je vois la classe politique, les amis du Rassemblement, puisque c'est d'eux dont il est, dans cette idée de la transition émane, c'est qu'ils étaient allés aux concertations ou au dialogue de la Saint-Sylvestre et ils ont pris un accord. Et dans cet accord, nulle part il est prévu qu'il y ait une quelconque transition sans M. Joseph Kabila. Voilà là où nous basons notre raisonnement de dire qu'aujourd'hui, penser que Joseph Kabila pourrait partir pour que la transition soit gérée par une autre personne, on trouve que c'est vraiment quelque chose qui tombe du ciel parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit cela. Même le président du Sénat, comme l'a évoqué M. Jacques, c'est que la Constitution prévoit le cas où le président du Sénat peut remplacer le président de la République. Nous voulons que le chef de l'État actuel parte, puisque c'est ça le principe, mais nous aimerions bien que nous qui demandons à ce que le président Kabila parte, nous puissions rester aussi légalistes, nous puissions rester respectueux de textes. Aujourd'hui, il y a la Constitution, mais il y a également l'accord de la Saint-Sylvestre qui nous conduit. Nulle part dans cet accord-là, il est prévu qu'il y ait une transition sans Joseph Kabila. Par contre, cet accord-là, nous n'avions pas signé, nous n'étions pas partie prenante dans ces assises, mais les parties prenantes qui étaient dans ces assises, dans ces dialogues, ils avaient marqué ou ils avaient prévu l'incise selon laquelle si jamais nous n'arrivons pas à organiser les élections dans le délai que l'accord prévoyait, il y a possibilité de proroger, d'aller au-delà de cette date-là. Ça veut dire que les amis de l'opposition savaient très bien que M. Joseph Kabila pouvait continuer encore rester à conduire cette période transitoire jusqu'à ce que les élections aient lieu. Là où nous voulons dire, c'est que les amis de la majorité, le chef de l'État en tête, doit faire en sorte que politiquement, qu'il fasse pression à sa famille politique au niveau du Parlement, mais également au gouvernement, parce qu'au gouvernement, il y a aussi nos amis de l'opposition qui sont là. Il doit faire en sorte que le gouvernement disponibilise le moyen et que les amis du Parlement, nos amis de la majorité qui sont au niveau du Parlement, fassent à ce que le projet du calendrier électoral qui sera ou qui est déjà déposé sur la table de parlementaires au niveau du Parlement soit débattu en toute urgence pour que nous puissions avoir au moins une date précise. Parce qu'à ces jours, nous ne savons pas quand est-ce que les élections auront lieu en République démocratique du Congo. Voilà. Ils nous ont laissé dans le nuage et ça, ce n'est pas une très bonne chose parce que le peuple, le jour où il va s'élever, nous risquons effectivement de nous retrouver dans l'hypothèse extrême que j'avais dit tantôt. C'est que on risque de nous retrouver le peuple en face de nous et le peuple met tout le monde contre un mur et le peuple risquera de nous imposer quelqu'un qui risque de ne pas incarner la vision ou nos attentes que nous voulons tous. D'où la classe politique doit se comporter en responsable pour que nous puissions avoir un calendrier électoral qui prévoit les élections dans le plus bref délai pour que le peuple puisse se prononcer de manière démocratique puisque c'est ça le principe que nous avions opté dans la Constitution du 18 février 2006. Voilà, merci beaucoup M. Jacques. Mais plutôt M. Blanchard, M. Jacques soutient que ni dans la Constitution, ni dans les accords de la Saint-Sylvestre, il est prévu qu'il y ait une transition sans l'actuel chef de l'État. Mais quand vous soutenez que vous voulez une transition sans Joseph Kabila, vous vous basez sur quel texte? Vous savez, la Constitution a bien dit, hein, le président passe son mandat de 5 ans. Arrivé à la fin du mandat, eh bien, allons aux élections, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés le 31 décembre 2016. Il était en fin de mandat. On devait aller aux élections, ce qui n'a pas été fait. Dieu merci, les hommes en soutane nous ont aidés pour qu'on aille au deuxième dialogue, pour éviter le bain de sang. Parce que c'est dans le droit du peuple congolais de revendiquer quand il ne voit pas clair. Et une fois sauvé par les hommes en soutane, on devait absolument, en 2017, le 31 décembre, organiser les élections, si et seulement si nous avions eu la bonne volonté, la bonne foi d'aller aux élections. Moi, je condamne tout ce monde-là qui ont entouré le président. Ils ne l'ont pas aidé. Actuellement, quand le président doit sortir, doit aller à l'étranger, il n'est pas respecté. Parce qu'en face de lui, les gens disent, nous dialoguons avec quelqu'un qui est illégal. Et ça, c'est pas bon.
essayons d'être humains, sensibles à tout ce qui est humain. Et nous devons apprendre à se soutenir. Actuellement, les hommes politiques ne voient que leur ventre. Tout ce monde-là qui ne veulent pas que le chose change, ils veulent que le président reste toujours en place. De gré ou de force, c'est parce qu'ils savent que si le lendemain ou demain ils partaient, mais est-ce que, ils auront des problèmes. vous avez en tête les références soit de la Constitution ou bien de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit qu'il pourrait y avoir une transition politique sans le chef de l'État actuel? Non, référence, le problème c'est appuyons-nous sur le texte. Oui, la Constitution a bien dit. Vous arrivez à votre fin de mandat, vous partez. Donc, le président n'est plus légitime parce qu'il ne représente pas le peuple. Maintenant, vous voulez qu'on aille aux élections. Nous allons aller aux élections avec un président qui n'est pas désiré, un président qui n'est pas légal? Non. Il faut absolument qu'on arrive à être sur une même table, discuter avec usage du bon sens et utiliser la droite raison. Actuellement, on n'utilise pas la raison, c'est beaucoup plus les sentiments. Vous ne pouvez pas laisser votre maison vide, sachant que vous êtes père de famille, vous avez des enfants. N'est-ce pas que vous allez désigner l'aîné pour surveiller ses frères? Et c'est ce qui doit se passer. Transition sans le chef de l'État. Voilà, merci beaucoup M. Jacques Mayalou, mais M. Blanchard Mongomba, entre transition politique, troisième dialogue et référendum, quelle est la position de l'Université populaire? D'abord, le référendum, nous devons enlever ça dans nos têtes, nous devons oublier cette hypothèse du référendum. Non, c'est une hypothèse qui est insensée, c'est une hypothèse qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que maintenant, là, la préoccupation du peuple congolais, c'est d'aller aux élections. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que, nous l'avions dit ici sur cette table, autour de cette table, c'est que la Constitution prévoyait à ce que nous puissions avoir un nouveau président de la République au plus tard au 20 décembre 2016. Il s'est fait que nous sommes arrivés au 16 décembre. Le Premier ministre de l'époque nous dira que voilà, il n'a pas pu réunir le moyen parce que son gouvernement avait des difficultés. Mais ils oublient que le gouvernement qui avait précédé sa venue, le gouvernement Mozito, avait organisé les élections avec un budget moindre que le budget que le gouvernement Matata avait à sa disposition. Et le gouvernement Mozito avait de problèmes, avait la guerre de Kundabatoire et à l'est de la République démocratique du Congo. Les gouvernements Mozito avaient de problèmes de la dette extérieure publique que nous devions payer chaque mois le service de la dette de plus ou moins 50 millions de dollars. Donc, il y avait plus de problèmes que le gouvernement Matata a rencontré. Donc, c'est une hypothèse ou c'est un argument qui ne tient pas debout. Donc, aujourd'hui, nous parler du référendum, c'est vraiment un faux fouillant. C'est distraire le peuple inutilement. Le peuple, aujourd'hui, attend de cette ancienne majorité, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de majorité, il n'y a même pas opposition parce que nous ne sommes pas allés aux élections. On devra savoir s'il y a une majorité ou une position lorsqu'il y aura élection. À ces jours, nous demandons à nos amis qui continuent à nous diriger par défi, on peut les dire ainsi, de nous permettre d'aller vite aux élections pour que nous puissions cette fois-là savoir si il faut qu'il y ait référendum, oui ou non. Parce que c'est quoi le référendum? Le référendum, c'est aussi un projet de société. Parce que lors du référendum, le parti ou la famille qui soutient le référendum doit dire au peuple pourquoi est-ce qu'il soutient le référendum. Je soutiens le référendum, par exemple, parce que je suis un unitariste. J'aimerais que l'État reste un État unitaire, peut-être fortement décentralisé. C'est ça. Un projet doit soutenir, doit accompagner le référendum. Mais vous ne pouvez pas nous demander d'aller au référendum sans nous dire exactement ce que vous voulez poser comme question au peuple. Donc, c'est une distraction pure et simple. Nous voulons que nos amis reviennent de pied sur terre, qu'ils nous disent quand est-ce qu'il y aura élection. Parce que si ils pensent que facilement ils peuvent rouler le peuple,
facilement, ils peuvent distraire le peuple dans ces genres de propositions, référendums et je ne sais pas quoi, le peuple prendra ses responsabilités et ça sera très dommage pour tout le monde parce que personne ne sortira gagnant. C'est le peuple qui risquera de faire à ce que nous puissions avoir à la tête du pays une personne que nous n'avions même pas l'idée et cette personne-là risque de nous imposer, comme on l'a vu à l'époque du coup d'État du maréchal Mobutu, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, même si pour Mouzé ça a été soutenu, mais nous risquons d'avoir une personne que nous ne souhaitons pas. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose parce que nous nous sommes déjà engagés sur la voie de la démocratie. Faisons à ce que le chef ou le président de la République qui viendra puisse être l'émanation du peuple, puisse être un président qui sera élu sur base d'un programme, sur base d'un projet de société que le peuple va adopter. Je voudrais savoir quelle est la position de l'université populaire par rapport à ce que je posais comme question, c'est-à-dire vous voulez une transition, un troisième dialogue ou bien un référendum. Visiblement, vous n'êtes pas pour les référendums. J'ai toujours compris que votre démarche c'était un troisième dialogue, mais si c'est réellement votre démarche, quels sont les mécanismes qui peuvent vous amener à effectivement mettre en place ce troisième dialogue? Je vais encore me répéter une fois de plus, vous me le permettrez, c'est que ce n'est pas notre démarche, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas une proposition, mais c'est un constat. C'est que nous nous retrouvons dans une situation telle que, parce que s'il faut se référer encore à la proposition de nos amis du RASOP, qui parle d'une transition. Mais aujourd'hui, s'il faut considérer cette hypothèse-là comme quoi nous devons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Mais on devra nous retrouver, on devra se retrouver autour d'une table pour échanger parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit cela. Ça veut dire que nous sommes devant une situation qui va demander, même si on ne veut pas parler de dialogue, troisième dialogue, mais on devra se retrouver autour d'une table pour discuter. C'est ça le constat que nous, au niveau de l'université populaire, nous faisons. Nous ne proposons pas, mais nous faisons un constat. Même si il faut mettre de côté l'hypothèse de la transition de nos amis du RASOP, mais déjà aujourd'hui, si la CENI dépose son projet de calendrier électoral au niveau du Parlement, nous sentons, puisque nous savons faire la lecture de la situation politique de notre pays, nous sentons qu'il y aura une frange de l'opposition qui ne sera pas d'accord, puisque j'avais déjà suivi nos amis du MLC qui commençaient déjà à protester par rapport aux propositions faites par Corneille Nangaa. Ça veut dire qu'on sera obligé de nous retrouver toujours autour d'une table pour que, en toute responsabilité, nous puissions plutôt trouver l'issue à donner à notre pays. Donc, pour résumer, par rapport à votre question, je dirais que l'université populaire est pour que nous puissions aller droit vers les élections. Parce que nous ne pouvons accéder aux affaires, nous ne pouvons prétendre diriger que lorsque le peuple nous donnera mandat. Tant que le peuple ne nous a pas donné mandat, on ne peut pas nous faire chemin avec les gens qui continue à diriger par conciliabile, par arrangement. Ça, ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocratique. Nous voulons que nous puissions rentrer sur le chemin de la démocratie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Monsieur Jacques Mayalou, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a, même si on devrait aller à une transition politique sans Joseph Kabila, mais ne voyez-vous pas qu'il y a nécessité que les gens se mettent autour d'une table pour décider ou bien parler de ce qui sera effectivement cette transition? N'est-ce pas là une sorte de troisième dialogue ou bien une négociation? Vous savez, Monsieur Julio, les gens sont fatigués. Il y a des priorités. Les médecins ne sont pas payés comme il se doit. Voilà. Les députés sont payés plus que les médecins. Des choses que nous devons dénoncer. Et aujourd'hui, vous me dites que si nous pouvons aller au troisième dialogue, sur quelle base? Qu'avions-nous fait du deuxième dialogue? Pour répondre à Maître Blanchard, il a bien parlé quand il a parlé des référendums. On n'a pas besoin de référendums. Allons aux élections. Et pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections? Ou pourquoi nous n'irons pas aux élections? Parce que le pouvoir en place fait des manœuvres pour qu'on n'arrive pas aux élections, ou peut-être pour tarder l'élection. Ils ont eu tout le temps. Et maintenant que les hommes en soutane nous ont aidés à avoir le deuxième dialogue, vous voulez qu'on passe au troisième dialogue? Après, vous passez encore au quatrième dialogue? Non. Allons aux élections. Le peuple souffre.
Malheureusement, l'histoire ne nous donne pas des raisons. Vous savez, si vous êtes un général sans fonction, vous avez une troupe avec vous, vous ne pouvez pas traverser Rubicon. Pour traverser Rubicon, il faut avoir une certaine stratégie. Maintenant, la stratégie de nos généraux est connue. Ils veulent rester au pouvoir à tout prix. Non. Si et seulement si nous sommes un pays démocrate, ben, il y a des élections. Il y a des élections. Qu'on choisisse celui qui est prêt pour nous aider, pour gérer la République. Mais transition, référendum, troisième dialogue, niet. Allons aux élections. Je ne sais pas quand, mais allons aux élections. Voilà, merci beaucoup, M. Jacques Mayalou. Voilà, nous allons passer à une autre question. Vous l'avez d'ailleurs soulevé ici. Vous avez parlé du mouvement des grèves qui se radicalise sur toute l'étendue de la République. Tout récemment, il y a le président de l'association des professeurs du Congo, avec le professeur Moutonkole, qui a radicalisé, qui a annoncé la radicalisation de ce mouvement de grève. Monsieur Blanchard Mongomba, est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire au gouvernement pour éviter tous ces mouvements qui peuvent nous amener à des années blanches? Merci beaucoup, Monsieur Julio. C'est avec regret que nous répondons à cette question. Parce que nous nous disons qu'aujourd'hui, les gens qui prétendent nous diriger par défi, comme nous les disons, ils sont passés par les bancs, sur le banc de l'école, ils ont étudié, et ce sont ces professeurs-là, malheureusement, qui sont très mal payés, qui les ont enseignés. Et aujourd'hui, lorsque les gouvernements semblent faire la sourde oreille à la demande de ces hommes en craie blanche, c'est une désolation. Alors ici, nous voulons revenir un peu au budget de messieurs le Premier ministre Bruno Tshibala. Lorsqu'il est passé au Parlement, il nous a laissé entendre qu'il allait, dans ses prévisions bien sûr, qu'il allait mobiliser plus de 7 milliards de francs congolais, et au niveau extérieur, il allait mobiliser près de 3 milliards des devises étrangères. Mais nous nous posons la question, où est-ce qu'il en est avec ses prévisions? Qu'il nous dise au moins qu'est-ce qu'il a fait de ses prévisions, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a pu mobiliser jusqu'à ces jours, puisque nous avions déjà dépassé les caps de 100 jours. Nous attendons de ces gouvernements qu'ils nous disent au moins, qu'ils nous fassent au moins l'état des lieux. Parce que le professeur, ils ne font rien si ce n'est que revendiquer leurs droits. C'est un droit. Le gouvernement est obligé de répondre à cette exigence, à cette obligation de payer aux enseignants qui ont travaillé durement pendant longtemps leur salaire, parce qu'ils ont de charges sociales à couvrir, ils ont de loyers, ils ont tant de problèmes à couvrir, mais ils n'arrivent pas à le faire. Le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités pour répondre aux préoccupations ou à la demande de nos enseignants. Je crois que le gouvernement, si il faut faire une proposition, je demanderai au Premier ministre et à toute son équipe de revenir sur le projet du budget qu'ils nous ont défendu au niveau du Parlement. Ils nous ont laissé entendre que le budget allait augmenter et qu'ils avaient toutes les assurances qu'ils allaient faire en sorte qu'ils puissent bloquer tout le trou où l'argent fouillé, où il y avait de fuites de capitaux, pour ramener cette somme-là importante qui fouillait dans le budget national. Mais à ces jours, on n'a aucun rapport. Nous voulons que le gouvernement commence par payer cet argent-là, parce que dans ses prévisions, il nous avait promis qu'il allait mobiliser plus que ce que son prédécesseur avait fait. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Nous considérons que c'est quelque part manque de responsabilité, manque de leadership. Si effectivement il sent qu'il est bloqué quelque part, qu'il essaye de dialoguer, s'est retrouvé avec ses responsables et ses enseignants pour leur dire effectivement quel problème il rencontre et qu'il pense le résoudre quand et comment. C'est ça la responsabilité. Mais lorsqu'on continue à fuir les enseignants, on n'arrive pas à répondre à leurs préoccupations, à leurs problèmes, en trouvant de faux fouillants. Ça, c'est de l'irresponsabilité, et ces genres de personnes ne méritent pas nous diriger. Voilà. Monsieur Jacques Mayalou, quelles sont vos propositions pour aider le gouvernement à résoudre le problème des enseignants, par exemple, des mouvements de grève en général? Oui, ce n'est pas seulement les enseignants, il y a les médecins, bientôt peut-être viendra le tour de policiers. Il y a une certaine classe qu'il faut bien payer dans la société, dans la nation, dans cet État. Vous avez les enseignants,
qui vous donne une formation, qui élève votre niveau. Il y a le médecin et la police, les militaires légers. Ce sont 3 personnes qui font que l'État puisse exister. Si les enseignants sont mal payés, vous ne vous occupez pas de leur situation, eh bien, nous aurons des ignorants. D'où il faut combattre l'ignorance. Si les médecins ne sont pas bien payés, nous n'aurons que de morts. Et si la police n'est pas bien payée, la sécurité n'y sera pas. Ce que moi je propose qu'on puisse avoir des ministres, les gens qui vont nous diriger au niveau de la sélection naturelle, les sélectionner. Vous voulez être ministre de fonction publique de l'enseignement, je vous donne 10 pages, 10 feuilles pour me faire la réforme dans votre ministère. C'est ce que vous proposez. Actuellement, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer nos enseignants, nos professeurs. Si vous voyez comment l'État marche, le budget voté et ça monte à 400%, c'est qu'il y a un problème. Le budget voté par exemple de 3 milliards et le budget exécuté de 39 milliards, c'est qu'il y a un problème. Le problème est simple. Quand nous parlons de guichet unique, nous canalisons nos recettes. Arrivé à la fin, il y a dispatching. Mais quand il y a l'ancien Premier ministre, quand il est arrivé, il s'est occupé de guichet unique. Où est parti cet argent? Il n'y a pas eu d'explication parce que la reddition des comptes a été faite. Maintenant, le problème c'est, pour qu'on puisse maximiser nos recettes, il faut regarder là où on peut avoir les entrées. On ne produit rien. Demandez à l'actuel Premier ministre si son ministre de Finances nationales peut vous dire combien les 26 provinces régénèrent comme argent. Difficile. Ministre des Finances provinciales que je suis, j'ai du mal à voir les recettes de la journée de Bomongo, du territoire de Bolomba. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'ouvre pas son téléphone, les réseaux passent difficilement. C'est peut-être un colistier d'un député qui prend son argent, met dans la poche. Il y a tellement du coulage que l'État est démissionnaire. L'État n'arrive à rien contrôler. Reprenons les choses en main. Ayons les gens compétents. Ayons les gens qui ont cette capacité de gérer la République. L'administration est par terre. Et pour que les choses reviennent, mettons une vraie administration pour gérer la société. Voilà, nous allons à présent parler de passeports semi-biométriques qui ont été interdits de circulation sur toute l'étendue de la République. Mais M. Blanchard Mongoba, ces passeports ont été mis en circulation depuis l'époque de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. À l'époque, ces passeports on nous a dit que ces passeports étaient biométriques, mais aujourd'hui c'est un autre discours. On nous dit que c'est semi-biométrique et maintenant c'est en voie d'être interdit de circulation. Bon, est-ce que à l'époque M. Muzito savait que ces passeports ne remplissaient pas toutes les conditions d'être biométriques? Merci beaucoup, monsieur, pour la question. D'abord, je commencerai par dire que le problème ne se trouve pas au niveau de l'introduction de votre question, mais le vrai problème se trouve au niveau de la procédure à mettre en place si nécessairement il y a ces soucis-là de vouloir nous imposer un nouveau passeport. Parce que moi, je me dis, d'ailleurs, mon argumentaire est appuyé par la décision ou le communiqué publié par la maison Schengen qui dit tout simplement que la maison Schengen continue à considérer les passeports qui ont des visas qui ont une validité normale. Ça veut dire que partout dans le monde, si le gouvernement sent qu'il y a nécessité de retirer un passeport dans la circulation pour nous imposer un nouveau passeport, ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent se passer. Parce que même en droit, lorsqu'il y a un contrat, lorsque vous passez un contrat avec quelqu'un d'autre et que le contrat prévoit que vous puissiez
passer, où vous puissiez servir, vous puissiez utiliser votre passeport pendant 5 ans et que l'échéance n'est pas encore arrivée à terme, lorsque vous prenez l'initiative de mettre un terme à ces contrats, vous devez payer de pénalités. Mais le gouvernement doit nous dire, lorsqu'il nous demande, moi, là qui vous parle, mon passeport continue à avoir encore cours normal, mon passeport est valide, parce que lorsque j'étais allé souscrire... C'est quel passeport? SEMI ou biométrique? Bon, ça, c'est le gouvernement qui nous dit, parce que, je veux revenir à votre question, à l'époque, je me rappelle que le ministre nous avait dit que le ministre ayant les affaires étrangères en sa charge, dans ses attributions, nous avait dit que c'était un passeport biométrique. Et le ministre avait défendu son projet, son idée au niveau du gouvernement, et c'est comme ça que c'était passé. Il est venu même devant la représentation nationale, devant les députés, il a soutenu sa thèse, et les députés, c'est vrai, à l'époque, il y a un député qui était allé faire un démenti en disant que ces passeports-là étaient un passeport sémi et non biométrique, mais le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions avait persisté en disant que c'était un passeport biométrique. Mais le problème, moi je considère que c'est pas à ces niveaux-là. Le problème, c'est au niveau de la procédure. On ne peut pas interdire à un gouvernement, s'il y a nécessité de mettre un nouveau passeport en circulation, de ne pas le faire. Mais plutôt, ce que nous reprochons à ces gouvernements, c'est la procédure. Nous voulons bien qu'on nous impose un passeport biométrique entre guillemets, mais qu'on laisse nos passeports entre guillemets semi-biométriques continuer à avoir cours normal jusqu'à l'expiration du délai prévu, parce qu'on nous a parlé de 5 ans, mais lorsque le 5 ans n'est pas arrivé à terme, on n'a pas consommé les 5 ans, le gouvernement, s'il tient à sa décision, à son communiqué, puisque c'est un communiqué qui vient abroger un arrêté d'un ministre, ça c'est très grave dans un État. Et je vais conclure en disant que s'il pense que nous devons continuer à observer ces communiqués-là de vice-ministre, le gouvernement doit nous indemniser par rapport au contrat que nous avions passé avec le gouvernement, puisque le contrat était de 5 ans, mais moi, mon passeport, je l'ai utilisé que à hauteur de 2 ans jusque-là, mais on me demande quand même de mettre de côté mon passeport. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Le gouvernement doit s'assumer. Voilà, très rapidement, M. Jacques Mayalou, je ne sais pas, vous utilisez quel passeport, vous faites souvent des voyages à l'Europe, mais quel est l'état de votre passeport? Il est sémi ou biométrique? Bonne question. Sémi, non sémi, vous savez, il y a un problème actuellement. Je peux être sans identité, je peux être sans passeport. C'est une identité internationale. Et je dois féliciter ce qu'a dit Maître. On n'est pas tout le temps là pour être contre. Il a bien parlé. Cela montre que c'est un maître, et j'en suis fier. Vous savez, je me demande si et seulement si ce qui se passe dans la province se passe aussi au niveau de notre, au niveau de la tête. Toute décision doit être prise au niveau du Conseil des ministres. Donc, la décision prise a été passée au niveau du Conseil des ministres. Point d'interrogation. Et si vous regardez, il y a une certaine similitude. Passeport biométrique, il faut payer à hauteur de plus de $200. Permis de conduire biométrique, bientôt les cartes de... Bien que la mesure a été retirée. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est, vous savez, comme l'a dit mon ami, nous devons diriger ce pays avec un sens de responsabilité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus responsables. Parce que ce problème de passeport, de l'identité internationale, ce n'est pas dans un mois ou dans une année que l'État congolais sait qu'il existe de passeports biométriques. Non, ça fait un temps. Mais pourquoi seulement à l'espace d'un mois, vous nous parlez aujourd'hui que non, il faut un passeport biométrique. Mais le passeport ancien n'est pas en cours de validité. Vous demandez à la personne qui a acheté le passeport le mois passé d'avoir un nouveau passeport. Mais vous jouez avec les gens, pourquoi? Non. Et qui en pâtissent? Ce sont le petit peuple. Ceux qui sont au niveau de la tête, ils ont le passeport gratuit. Je regrette qu'aujourd'hui, au niveau des affaires étrangères, à tout niveau, nous n'avons pas les gens capables de bien
défendre les intérêts des Congolais. Et ça, c'est regrettable. Voilà, merci beaucoup, M. Jacques Mayalou. Merci beaucoup, M. Blanchard Mungomba. Je pense que vos interventions ont été beaucoup enrichissantes. Alors, je rappelle que je recevais pour la deuxième fois M. Jacques Mayalou. Il est ministre des Finances de la province de l'Équateur, mais il est également membre de la Convention des démocrates chrétiens, parti cher à l'honorable Kiakwama. Et à ma gauche, je recevais M. Blanchard Mungomba. Il est communicateur à l'Université populaire de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis.